Good Morning Business, le grand entretien. 7h43 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Alexia Laroche-Joubert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la PDG de Banijay France. Banijay, c'est tout simplement la plus grosse boîte de production au monde. 18 sociétés de production, plus de 38 millions de personnes qui regardent chaque semaine une émission. Alors 130 sociétés dans le monde et 18 en France. Ce qui est énorme. Oui. Ce qui est énorme. Donc je le disais, vous avez fait la finale de la Star Academy, ça s'est produit par Endemol qui fait partie du groupe. 4 millions de téléspectateurs en moyenne, 25% de part d'audience pour savoir qui entre eux et Bonnie ou Marine va gagner. Votre quand même fait d'armes, c'est d'avoir ramené les jeunes vers la télévision. Vous avez des chiffres sur les jeunes qui sont impressionnants. Ouais, pourtant, 58% sur la finale et on a augmenté de 3 points entre la saison 2 et la saison 3. Je pense je pense que les gros barnums, c'est-à-dire les énormes productions, sont regardées en famille et les jeunes ont envie d'être sur le direct. C'est-à-dire qu'ils ont envie de tweeter, ils ont envie de faire leurs commentaires, ils ont envie de connaître la gagnante en même temps que leurs camarades. Donc on crée un appel d'air sur des événements comme ça, un peu comme d'ailleurs des finales de foot où tout le monde a envie de regarder ensemble. Donc ça c'est le premier point. Et puis après il y a ce qu'on appelle la production value. Ce que je dis souvent, c'est que nos partenaires historiques sont ceux quand même qui investissent énormément dans les grosses productions, que ça soit Koh-Lanta qu'on produit également ou Star Academy. Ils mettent énormément de moyens, des moyens aussi marketing qui nous accompagnent. Et il y a un autre élément sur lequel on a énormément travaillé, c'est le digital. Oui, les réseaux, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Parce nous, que on vous a êtes énormément absolument partout la soirée de Starac, en top tendance sur tous les réseaux. Ouais, TF1 à nos côtés ont investi pour nous donner un budget aussi de production spécifiquement sur le digital. Donc on a des équipes qui suivent tous les événements liés à la Star Academy, que ce soit les sorties des élèves, évidemment le Prime, etc. Et on a des créations Du contenu spécifique. Ouais, du contenu spécifique avec des créations qui sont étudiées pour ces médias-là. Donc, ce n'était pas le cas avant dans une émission comme la Starac ou n'importe quelle télé-réalité. C'est-à-dire que là, il y a un changement quand même. Oui, il y a un changement de paradigme. Alors évidemment, on n'est pas les seuls, hein, mais on a une puissance de feu sur la Star Academy. Et puis c'est le propre aussi des émissions en direct. C'est-à-dire qu'il se passe toujours quelque chose. Ouais. Donc évidemment, on a beaucoup de matière vivante pour le raconter sur les réseaux. Et en termes de vue, l'influence reste la télé, c'est quand même du mass média. L'affluence entre les diffusions des contenus sur les réseaux et les 4 millions de téléspectateurs qu'on peut voir en moyenne, où se fait l'affluence aujourd'hui? Est-ce que les réseaux ont dépassé la télé? C'est compliqué de parler comme ça parce que moi je le vois comme des médias complémentaires et en l'occurrence chacun se nourrit de l'autre. Et d'ailleurs on le voit bien sur Star Academy, c'est le principe. Donc mais on voit une concurrence aujourd'hui entre quand même les jeunes sont beaucoup plus sur YouTube que sur la télé. Ouais, alors sur YouTube, c'est tout le paradoxe de YouTube, c'est que YouTube n'investit pas dans la production de contenu. Ah oui. Donc évidemment, il pompe la production internationale, et on sait que ça upload dans le monde entier, donc ils ont énormément de matière, et après c'est un principe de revenu sharing, c'est-à-dire qu'ils partagent à 45-55 avec les créateurs. La seule chose, c'est que ce que je dis, c'est que sans investissement, vous n'avez pas des gros programmes. Ouais. Et à un moment, ils vont être confrontés à une problématique, c'est que s'ils n'investissent pas, selon moi, hein, ils ont cherché, hein, et maintenant ils refusent, ils vont avoir une pénurie d'énormes programmes. Voilà, donc c'est toute la difficulté dans laquelle ils sont et dans laquelle les linéaires sont. C'est que c'est quand même eux qui, au final, sont à nos côtés pour produire. Et moi, en tant que producteur, il s'avère que je fais attention à mes partenaires historiques ou aux streamers qui sont les nouveaux entrants. Alors qu'est-ce qu'on produit demain? Parce que Star Academy, Koh-Lanta, Fort Boyard, on a vu le retour du Big Deal, ça c'est pas vous, mais c'est sur RMC Story. Les vieilles C'était pour la petite histoire une marque que nous avions produite il y a très longtemps. Et ça fonctionne, le public en redemande, mais ça veut dire qu'on ne peut rien proposer de nouveau. C'est quoi aujourd'hui la création en matière de divertissement? Non, alors déjà, il y a des grandes tendances de création. Il y a eu évidemment l'arrivée de la télé-réalité. Il y a eu un programme qui fonctionne extrêmement bien à l'international qui s'appelle Les Traitors, Les Traîtres sur M6, qui n'est pas un programme de chez moi, mais qui est un succès. Donc on arrive encore à créer des grands programmes qui voyagent. Il s'avère que la création n'est possible que quand, je pense maintenant, vous êtes accompagné internationalement.
C'est-à-dire que pour faire une création, vous avez énormément d'investissements. Il faut donc avoir des partenaires qui acceptent de diffuser aussi une création, ce qui est un peu plus compliqué en France. Et vous n'avez pas beaucoup de clients finalement. Non, mais on n'a pas beaucoup de clients. Donc on a des territoires comme la Hollande, l'Angleterre, qui sont un peu plus risques. Taker là-dessus. Et nous, la force d'un groupe comme le nôtre, c'est qu'on investit dans la création. C'est-à-dire que moi, je mets 5 millions par an dans la création. Ça va de acheter des droits d'un livre, ça va à engager des auteurs, ça va à avoir une équipe de création, à faire des trailers, des pilotes, etc. Quand vous êtes des petits indépendants, si vous n'êtes pas accompagné par un gros groupe, vous n'avez pas cette capacité d'investissement. Une fois que j'ai investi, je vais voir toutes les filiales à l'international, donc les 130 labels sur 21 territoires, et je leur dis, on a un succès, voici les recettes du succès. Et eux vont les dupliquer. C'est comme ça qu'on se retrouve avec, par exemple, Dieu Mystère, qui est un programme qui a été lancé sur TF1, qui est diffusé dans 15 pays, Les Apprentis Aventuriers, qui est dans une dizaine de pays, on vient de lancer la Pologne, Dilemme, qui a été fait au Portugal. Enfin voilà, Donc aujourd'hui, pour vous, c'est impossible d'avoir des petites boîtes de production indépendantes, c'est-à-dire que vous plaidez quand même pour une consolidation, là. Oui, moi, c'est pas une consolidation. Je pense que c'est très important aussi. Le génie peut pas être toujours au même endroit. Donc il faut une sorte de liberté créative qui appartient aussi aux sociétés de production indépendantes. En revanche, qu'elles soient épaulées par nous, on leur apporte le back-office, on leur apporte l'investissement, le cash, et on leur apporte aussi la possibilité de négocier des droits face à des streamers. Les streamers, c'est Netflix, Amazon, etc. Parce qu'on est puissant. Et parce qu'on est, comme on est mondial, ils parlent d'une façon d'égal à égal. Là où des petits producteurs, c'est plus complexe. Donc moi, ce que je dis, c'est pas on va vous acheter, on va vous capter, on va vous manger. C'est on va être des partenaires. Vous êtes le Robin des Bois de la production. Bah, vous savez quoi ? Oui, je pense qu'on peut. Enfin, je pense que les gros groupes peuvent être ça. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que on fait beaucoup de coproduction, parce que voilà, c'est important aussi pour eux. Ils sont rassurés. Il y a un grand débat qui agite aujourd'hui tout le monde de la culture, du cinéma en particulier, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Comment vous, dans vos programmes, dans vos contenus, vous intégrez est-ce que vous intégrez tout simplement l'intelligence artificielle ? J'ai déjà un rapport avec l'intelligence artificielle qui est probablement très décomplexé parce que je suis ce qu'on appelle une transhumaniste. Donc, une fois que vous avez dit ça, c'est-à-dire, expliquez-nous ça un peu. Non, mais moi, je pense que la destinée de l'homme, c'est d'être transformé et d'être, on va dire, d'avoir... Augmenté ? Ouais, voilà, on va dire... Donc vous êtes technophile, en fait. Ouais, moi j'aime beaucoup ça, j'ai toujours lu énormément là-dessus, donc pour moi c'était pas nouveau. La seule problématique qu'on a en Europe, c'est que avant d'expérimenter, on réglemente. Oui. Et je pense que c'est dangereux. Je pense qu'il faut protéger évidemment les auteurs, il faut protéger les IP, et nous, on est c'est notre carburant. L'IP, c'est la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle. Donc c'est le fait que nos œuvres nous appartiennent, nos créations nous appartiennent. Néanmoins, ce sont des outils incroyables. Et donc, pour connaître ces outils, il faut les expérimenter. Et moi, par exemple, maintenant en RH, je leur ai demandé, en tant que patronne, qu'il y ait automatiquement une question lors des engagements des nouveaux employés qui rejoignent la société sur l'intelligence artificielle. C'est pas tant pour voir... C'est-à-dire que je veux savoir comment ils voient les outils, comment ils se perçoivent à côté de ça. Parce qu'on va être très clair, un employé qui n'a pas au moins une appétence. Je ne dis pas une connaissance. L'important, c'est une appétence. Ça veut dire qu'il va être à un moment déclassé. Il faut qu'il soit AI-friendly, quoi. C'est pour ça que nous, on forme tout le monde. C'est-à-dire qu'on a formé les services juridiques, les services comptables. Là, on fait une formation pour tous les patrons de nos sociétés. On utilise l'intelligence artificielle. Moi, j'ai signé des accords avec l'intelligence artificielle sur la post-production et sur l'aide à l'écriture. Avec qui ? Sur l'aide à l'écriture, c'est avec un Génario, c'est un outil qui a été conçu par un scénariste. C'est ça qui m'intéressait aussi et qui n'est pas en open source. Mais justement, sur la propriété intellectuelle, dans le jeu vidéo, par exemple, ils signent des contrats qui sont garantis sans intelligence artificielle parce qu'ils ont trop peur que leurs auteurs aillent piocher chez d'autres et s'en aperçoivent après la création du jeu. Vous pouvez avoir ce risque. Non, ce que je fais, c'est que je signe une intelligence artificielle que je mets à disposition des auteurs. C'est-à-dire que le circuit, il n'est pas de moi à l'intelligence artificielle, il est de moi aux auteurs. Donc c'est ça qui est important. Il n'y a pas de mystère, l'intelligence artificielle, si vous avez expérimenté, elle est idiote.
Donc Elle même s'appuie si... surtout sur le passé. Enfin, elle s'appuie sur ce qu'elle connaît. Et puis en termes de création, par exemple ChatGPT, vous écrivez une série, elle n'a pas le droit de tuer, elle n'a pas le droit de voir des violences, etc. Bon, c'est compliqué pour un thriller. Il y a des dark intelligence artificielle qui peuvent vous le faire. Très bien sûr, mais enfin, on est quand même. Vous savez, je suis je suis dans une société qui est cotée, réglementée, j'ai des règles de gouvernance. Mais est-ce qu'on verra un jour une production 100% intelligence artificielle? On a quand même des outils aujourd'hui. On le voit un peu dans la musique maintenant. De l'image, du texte. On le voit dans la musique. Il y a des œuvres qui sont composées uniquement par l'intelligence artificielle. À un moment, sur House of Cards, certains avaient dit que certains épisodes avaient été écrits par l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je pense qu'il n'y a pas de mystère. L'imagination, la liberté imaginative, elle appartient aux auteurs. Donc ça, on leur refuse l'intelligence artificielle en disant non, bah moi je préfère pas. C'est compliqué quand on est un groupe comme le vôtre de vous dire non. Hein. Non, alors déjà tout le monde a le droit de nous dire non, et nous on a le droit de dire non ou non. Donc, mais c'est pas, on n'est pas dans cette réflexion-là. On dit juste pourquoi se priver d'un outil qui vous accompagne. Je vous donne un exemple concret. Il y a beaucoup maintenant de chaînes qui ont demandé à une période d'écrire une série sur 8 épisodes et qui n'ont plus les moyens de financer 8 épisodes et qui vous demandent de les réduire à 6. Et ben vous mettez ça en l'occurrence dans une intelligence artificielle, vous séquence le travail beaucoup plus rapidement que si vous deviez le faire humainement. C'est un travail qui est chiant, de reséquencer. Et ça n'atteint pas la création. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. On attend la boussole européenne, ça sera présenté par Ursula von der Leyen tout à l'heure à midi pour relancer l'Union européenne justement sur les questions de réglementation, de régulation. On a là un groupe mondial, français. Est-ce qu'on vous... Pas qu'on vous considère pas assez, mais on ne parle pas assez de l'intérêt d'avoir un groupe français dans l'audiovisuel aussi puissant que Banijay. Alors, il s'avère qu'on a été très discret. Moi, je travaille pour un patron qui s'appelle Stéphane Courbis, qui n'apparaît jamais, qui veut jamais venir. Voilà, qui n'apparaît jamais dans les médias. Là, on commence un peu plus à s'exprimer parce qu'il y a des enjeux aussi à Bruxelles. On s'aperçoit, alors justement pour la protection de l'IP, pardon, propriété intellectuelle. On s'aperçoit que les streamers investissent en moyenne 2 millions dans les lobbying à Bruxelles. Nous, on était assez silencieux. Donc je commence, moi, à sortir, et on commence à sortir à travers tous nos pays européens, parce que évidemment ça concerne l'Europe, pour s'exprimer pour la protection de nos IP. Donc vous allez faire du lobbying, vous aussi? Oui, à notre niveau. Et c'est important de savoir que quand on participe au soft power de la France. Par exemple, Marie-Antoinette, qui est une production française, diffusée sur Canal+, elle est diffusée sur BBC, sur PBS, dans 143 autres territoires. Donc, on participe au soft power. On participe aussi à ce que les auteurs gagnent de l'argent à travers ces diffusions à l'international. Donc, c'est très important de valoriser ce fleuron français.